Bonjour Daniel déjà. Je suis contente de t'avoir. Je disais, on a démarré un petit peu à brûle pour point parce que j'ai eu des petits problèmes techniques, mais j'aime bien en fait garder la spontanéité de ce qui est là. Et peut-être que, je sais pas, ça dira quelque chose de notre interview. En tout cas, je suis contente de t'avoir. Ça fait longtemps que je voulais te contacter, puis finalement, on a réussi à se joindre. Euh, pour commencer, la question la plus simple, c'est comment tu t'appelles et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Alors, mon nom, donc, c'est Daniel Cortési. Et je me trouve aujourd'hui, je suis chez moi, donc juste à côté d'Annecy, à 10 minutes du centre d'Annecy, et plus particulièrement dans ma maison, donc dans mon bureau, dans une pièce qui est mon bureau, la pièce dans laquelle je travaille maintenant, voilà, souvent à distance, voilà, comme avec toi aujourd'hui, quoi, voilà. D'accord. Si tu as envie, tu peux aussi nous dire ton âge. Euh, j'ai un peu de mal avec ça, mais je vais te le dire, j'ai 68 ans parce que je ne les sens pas du tout. Enfin, si de Oui, temps en temps, oui, mais je ne les vis pas. Et voilà, les 68, oui. c'est justement, je voulais demander comment tu vivais ça et aussi comment tu vis d'être un homme. Euh, alors, l'âge d'abord, comment. Alors, ce qui est je pense que je gère moi quelque chose de très frais, très jeune, qui s'étonne beaucoup, qui est curieux, qui explore. Donc, il y a quelque chose de toujours très, me semble-t-il, enfin, très vivant en moi, très jeune. Et puis par contre, ben, quand même, le poids des années fait que ben, physiquement, il y a des choses qui sont un peu difficiles, quoi, je le sens, quoi, parce que moi, j'ai fait aussi beaucoup de sport, et donc il y a des choses qui ne me sont plus possibles maintenant, et c'est un peu dur, quoi. Et c'est un peu dur. Mm. Je suis dans la phase où, bon, je vis avec, mais j'ai du mal un peu à accepter. Enfin, voilà, donc je trouve. Et puis je change ma pratique physique aussi, Mm. donc voilà, donc c'est toujours un peu difficile, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu difficile, mais je m'ajuste, je m'adapte encore, voilà, quoi. Enfin, et puis et puis le corps est important, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc voilà, je dépasse aussi ces quelques difficultés, quoi. Voilà. Mm. Et alors, tu avais, oui, ton autre question, c'était comment je me vis homme. Mais en tout cas, dans ton genre, alors apparemment, tu es un homme pour moi, mais je Euh, voudrais. je, je crois que oui, je crois que oui, mais tu vois, cette question de genre, je ne sais pas qu'elle m'encombre, mais c'est pas quelque chose de d'important pour moi. Tout à l'heure, tu évoquais dans le tableau là, qui est là sur ma droite, Mm. tu évoquais, tu dis, tiens, c'est bien ce tableau euh, dans le fond, quoi, parce que ça pourrait représenter un pôle féminin. Eh ben, moi, je me vis avec ces deux dimensions-là, moi. Tu vois, une dimension masculine que j'assume Mm. complètement, et une dimension féminine que je trouve très présente aussi chez moi et qui me va bien, quoi. Qu'est-ce que tu relis à la polarité masculine et qu'est-ce que tu relis à la polarité féminine? J'aurais peur de tomber dans des vieux schémas, mais polarité féminine, allons-y quand même, c'est quelque chose qui relèverait de la sensibilité, de la délicatesse, euh, de, des fois de l'acceptation du vide, enfin, tu vois, de silence. Enfin, Mm. et dans la polarité masculine, j'y mettrais des choses autour de l'action, du agir, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, quoi. Je mettrais ça. Et je mets bien me reconnaître dans les deux, quoi. Ouais. D'accord. Donc, ce serait ton homme qui vieillit, mais ta Mon femme homme qui, reste éternelle. C'est ton côté masculin qui vieillit finalement, puisque c'est ton côté action, et ton côté féminin est éternel. ça, ben, je pense ce que tu dis là. Hmm. Oui, oui.
Et j'ai d'ailleurs eu des retours de mes proches dans ce sens-là qui me disent, mais il y a, enfin, la dimension, on va dire, accueil, sensibilité, se révèle beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années, quoi. Et ça me va bien, et ça me va très bien, quoi. Ça me va très bien, ouais. Alors maintenant qu'on est passé de l'extérieur, on va aller un peu plus vers l'intérieur Ouais. et j'ai envie de savoir qui tu es comme personne. On a un petit peu ébauché ça avec, oui, les aspects de ton apparence. Mais comme être humain, qu'est-ce qui t'intéresse? Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes passions, tes valeurs? Tout ce tout ce que tu as envie de dire et qui t'apparaît être comme toi-même. Ouais, c'est ce qui me vient maintenant, quoi. Oui. Il y a, j'aime beaucoup construire. Euh, J'aime beaucoup je crois que je suis un homme de projet et j'aime construire avec les autres. Euh, Tu vois, j'aime me retrouver en groupe, en équipe et avoir envie et construire avec et construire comme ça avec les autres quelque chose, quoi. Quelque chose où on va se retrouver, où on va s'enthousiasmer, euh, où il y aura de l'amour dans tout ça aussi. Et, euh, et je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours habité, qui est encore aujourd'hui très très présent, quoi. Enfin, je me rappelle il y a quelques années avec une équipe, c'est l'image qui me revient, une équipe euh, à l'occasion de l'élection municipale, il y avait une équipe qui m'a demandé de les aider à les fédérer, à les faire travailler sur un projet, etc. Et je me rappelle, j'ai eu beaucoup de plaisir à ça parce qu'on s'était retrouvés, les gens se connaissaient un peu, mais pas trop. Et puis je les aidais à construire ce projet, quoi, ce projet de vie citoyenne pour leur village. Et je m'étais tellement pris au jeu qu'ils m'avaient demandé d'intégrer leur équipe, quoi, par exemple, quoi. Mais voilà, ça c'est où, Mmh. où comment là depuis quelques années, j'aime beaucoup faire des voyages itinérants en vélo, en groupe aussi, et j'adore réfléchir à où aller, comment aller, et puis aller construire comme ça avec un ami, tu vois, les différentes parties de ce projet. Et, voilà, qui est un projet à la fois d'itinérance, d'exploration d'une région. Voilà, j'adore ça, quoi. Mmh. Et je crois que c'est quelque chose. Euh, Ouais, c'est un pan de ma personnalité qui est important, ça. Construire avec les autres. Tu vois, ta question me permet de le formaliser comme ça, quoi, aujourd'hui. Mmh. Mmh. Et tu vois, j'évoquais l'histoire du vélo. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé, et surtout depuis que je suis dans cette région, je pratique beaucoup d'activités sportives de tout genre, quoi. Et, ça m'a donné l'occasion de rencontrer aussi des gens passionnants. J'ai fait de la haute montagne, j'ai participé à une petite expédition au Népal. Voilà, euh, et maintenant, je fais beaucoup moins d'alpinisme, mais plus, voilà, j'évoquais donc le vélo sous toutes ses formes, enfin, voilà, itinérance, avec des voyages qui peuvent être plus ou moins longs, ou des randonnées très courtes sur une journée, 2 journées aussi, quoi. Voilà. On évoquait tous les deux, juste avant qu'on démarre, l'art des choix. Ça fait 10 ans, ou je ne sais pas, un peu plus, peut-être, ou sans doute plus d'ailleurs, que je fais tous les ans cet art des choix avec une équipe d'amis, voilà, qui s'est agrandie, qui s'est modifiée. Mais voilà, tous les ans, c'est un projet partagé qui nous fait vibrer, quoi. Ça a à voir avec ton histoire, le vélo, la montagne? Tu es un montagnard? Tu es, Là, je suis à Annecy, je suis arrivé à Annecy, je crois, un peu avant 90. Euh, mmh. J'y suis arrivé parce que je venais de Paris et j'en avais marre de la vie parisienne. Je suis arrivé là, j'ai intégré à l'époque la société Salomon, donc qui était une société
c'est naturellement sportive, quoi. Et voilà, j'ai rencontré des gens passionnés de montagne, de ski, d'alpinisme, de vélo, de tout ça. Puis en gros, chaque moment de la semaine ou du week-end, c'était, voilà, on partait faire le tour du lac, on allait courir en haut de la montagne qui est au-dessus du lac d'Annecy, puis on descendait, et puis on allait se baigner avec les copains qui nous attendaient en bas, etc., quoi. C'était assez Ah intense. oui, ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Ah, c'est très corps, très physique alors. Ouais, j'étais en train de penser ça, ouais. Très corps. Oui. Très corps vivant, vibrant, enfin voilà, quoi. Mm. Alors à l'époque, je crois que c'était comment, j'en avais peu conscience, quoi, de ce que je vivais, mais là, depuis une vingtaine d'années, j'ai mis beaucoup de conscience. Mais oui, très corps. Ça me va, ça me va. Tes valeurs, tu as parlé du groupe. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire à propos de tes valeurs qui sont importantes? il y a ce qui me vient tout de suite, c'est l'engagement. Alors oui, il y a l'engagement. Je vais te les donner comme ça, un peu en vrac, celles qui me viennent. Euh, la, la, la justice versus l'injustice et la lutte contre l'injustice, la capacité, je dirais, la capacité d'indignation que j'aime avoir et que j'aime confronter mes patients, clients avec ça aussi. Oui, c'est ça. Je sais pas, ça te oui, engagement, justice. Et puis après, il y a quelque chose autour de, je vais le dire comme ça, tu vois, autour de l'amour, quoi. Quelque chose, je ne sais pas si c'est une valeur, mais la, la capacité, enfin, se donner le droit de s'aimer sous toutes les formes possibles, l'amitié, enfin, tu vois, voilà. Mm. Et, D'où ça vient? et se dévoiler sur ce plan-là, quoi. C'est-à-dire, oser dire aux uns et aux autres qu'on rencontre, même des fois de manière très fugace, comme ceux qu'on connaît depuis des dizaines d'années, voilà, oser dire je t'aime. Ouais, c'est quelque chose qui est devenu même beaucoup plus présent. J'ai eu des soucis de santé là, il y a quelques temps, et ces soucis de santé, tu vois, ont renforcé cette dimension-là. Mm. Ça a à voir avec le temps, ton, ton envie de dire ce que tu Oui, ressens. ce qu'on évoquait, ça a à voir avec le temps qui passe, avec la finitude, Mm. que j'ai pu sentir, capter. C'est Mm. aussi la finitude professionnelle, hein, parce qu'il y a des choses que je ne ferai plus, des choses que j'ai arrêtées. Euh, Cet été, j'ai arrêté des groupes de supervision, comme ça, j'ai plusieurs groupes. Euh, voilà, j'en ai arrêté. Et donc, comment, ben voilà, c'est ce contact avec des choses qui se terminent. Et comment, et quand ça se termine, qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit, quoi, hein. Et comme ça va se terminer un jour, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce Mm. qui serait important qu'on se dise, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Et, bien sûr. ouais. Et c'est plutôt comment, tu vois, c'est une vertu, ce temps qui passe, ou cette finitude, c'est une des vertus de dire, enfin, d'être confronté de sentir cette fin possible, parce que longtemps on la sent pas, mais de sentir cette fin possible et justement de se dire, waouh, eh bien, maintenant que je la sens, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à montrer, qu'est-ce que j'ai à partager avec les autres, quoi. Ouais. Et, et, ça, et ça favorise en tout cas des moments assez magiques, des moments de grâce aussi. Et ça rend enfin en tout cas moi, ça me rend très libre dans l'exercice, par exemple, de mon activité professionnelle. Ça me rend extrêmement libre. Je veux dire, tu vois, il y a, comment je veux dire ça,
il y a des choses essentielles, on est confronté à l'essentiel de la vie, et le reste, je veux dire. Donc, ce qui me permet, moi, en tout cas, d'être extrêmement libre avec mes clients, de les prendre, de ne pas les prendre, et puis de leur dire tout ce qui est là, quoi. Et ça, c'est un privilège, je crois que peu se donne. Comme si ça avait tout d'un coup intensifié ta qualité de contact, ta présence. Oui, ouais, je peux le dire comme ça, oui. Ouais. Je suis d'accord. Oui. Tu parles d'une situation, là, cette maladie qui a changé des choses pour toi. Est-ce qu'il y a eu d'autres situations qui ont été fondatrices de ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est celle-là la plus forte? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie d'évoquer? C'est celle-là la plus récente, en tout cas. Sans doute, une autre fondatrice, j'ai eu dans ma vie professionnelle deux pans très forts. Toute une première partie qui était dans les sciences dures. J'étais un expert de l'organisation des systèmes d'information. Mais tu vois, les sciences, voilà, dures, quoi, l'informatique. Bon. Et ça, c'est toute une première partie qui m'a amené d'ailleurs à Annecy, là, quand j'étais chez Salomon. Et puis, il y a une autre partie, quand j'ai voulu quitter ce monde-là, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. Et un jour, je venais de quitter Salomon, je ne savais pas bien encore quoi faire de ma vie. Et puis, j'ai un jour un ami qui me propose de partir en bateau. Et il emmenait des gens en bateau pour les aider à réfléchir sur leurs pratiques de management. Des gens qui ne se connaissaient pas, des gens qui venaient de différents pays d'ailleurs. Et puis il me dit, écoute, viens avec moi, si ça t'intéresse, si tu as envie, tu viens avec moi. On partait dans les îles anglo-normandes à partir de Saint-Malo. Et tu regardes comment, je te demande rien, tu regardes comment je travaille. Et ce qui m'intéresserait, c'est qu'ensuite, tu me débriefes sur comment je travaille. Et on est parti pendant 3 jours, je crois, comme ça, dans les îles anglo-normandes, avec un petit groupe. Il se passait des choses. Enfin, voilà, c'était ce qu'on avait appelé des situations base zéro. Et puis, il y avait tout un travail de transposition entre ce que les uns et les autres vivaient sur le bateau, parce qu'il y avait des rôles tournants, et puis leur vie professionnelle, quoi. Et ça avait été très, très chouette. Et puis, à la suite de cette expérience-là, je rencontre une amie qui venait d'être formée comme thérapeute gestaltiste. Et je lui explique ce que je venais de vivre là, et comment on avait travaillé, comment cet ami travaillait. Et moi, j'étais très, très fier à ce moment-là parce que, à l'occasion de notre débrief, on avait conceptualisé la pédagogie. Et on avait fait des beaux schémas, des noms, tout ça. Enfin, je me rappelle, il y avait quelque chose, je crois qu'on appelait la pédagogie in situ, on appelait ça. Et puis, et donc, je lui explique tout ça, très fier d'avoir conçu cette méthode. Et elle me disait, tu sais, et elle m'a dit, alors moi, je ne connaissais rien à la psychothérapie à l'époque, rien à la Gestalt, bien sûr. Et elle me dit, mais tu sais, la manière de travailler là, que tu évoques, c'est très gestaltiste, elle me dit. Je lui dis, ah bon, de quoi me parles-tu? Et elle m'explique ce qu'était son métier de thérapeute et ce qu'était la Gestalt. Et à l'époque, je traversais une période personnelle un peu difficile. C'est ce qui m'a invité, poussé en tout cas à faire un premier travail en Gestalt, individuel, très vite en groupe. Et là, c'était déterminant pour les 20, je sais pas, les 20 ou 25 années qui ont suivi, quoi. C'était déterminant, quoi. Et j'avais rencontré ça, enfin, à travers, tu vois, partir en bateau. Voilà. C'est extraordinaire la vie. Puis je me dis, oui, donc une thérapie personnelle qui fait basculer, c'est vrai que c'est une situation en soi qui fait un ensemble de situations qui t'amènent à cette introspection et qui fait basculer la
l'autre partie de ta vie, en fait, la suite de ta vie Absolument. vers une Ah ben, totale. tu vois, c'était un virement de bord très fort, quoi. Ouais. Je sais pas si tu fais un peu de voile, mais c'était, oui, ah non, c'était très, très J'ai fait fort, un quoi. tout petit peu de dériveur de façon catastrophique quand j'étais enfant. J'en ai gardé juste une très grande peur de la baume, c'est tout. D'accord. Mmh. Mais peut-être que oui, quand tu vires de bord, il faut faire attention à la baume. Peut-être que c'est ça la leçon que moi j'ai tirée. Oui, il faut faire attention là-bas. Il y a que deux, trois précautions à prendre, mais, Ouais, mais, ouais. mais il faut comment. Il faut pas traîner, tu vois. Il y a un moment, il faut y aller. On parlait d'engagement tout à l'heure. Il y a un moment, il faut y Ouais. aller. Quand tu vires de bord, si tu hésites trop, ben, tu vas pas virer, quoi. Tu vois, Mm. bon. Il y a un moment, il faut pousser le gouvernail. Il faut vraiment y aller, quoi. De bon cœur, quoi. Complètement. Ben, justement, pour faire ces virements-là, hein, je pense finalement à toutes les situations de croissance qu'on rencontre depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Il y a des personnes qui sont des rencontres importantes, qui sont parfois des supports, des modèles, ça peut être aussi des personnes qui sont le contraire, mais qui sont déterminantes dans ce chemin de vie. Est-ce qu'il y en a dont tu as envie de nous parler, des personnes qui ont compté pour toi? Mmh. Il Alors, il y a cet homme, tu vois, il y a cet homme-là, je ne sais pas s'il le sait d'ailleurs, je sais pas, que je me dis: «Tiens, si jamais il visionne cette vidéo, il va être peut-être surpris», mais il y a donc cet homme-là, c'était Denis, donc qui faisait ses séminaires sur des bateaux, et je pense que c'était une rencontre déterminante. Hem Est-ce que c'est un modèle? Je sais pas, en tout cas, il a ouvert des pistes, tu vois, chez moi, avec, une qualité d'accueil, une capacité à se remettre en cause, une curiosité, enfin voilà, des choses je pense qu'il m'a inconsciemment aidé à, tu vois, en tout cas à en soutenir l'émergence chez moi, quoi. Hem On est d'ailleurs toujours un peu en contact, et puis, c'est un homme qui est plus âgé que moi, mais avec une vitalité toujours présente, quoi. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques mois, enfin, c'était étonnant, quoi. Donc ça, c'était un personnage important, et puis peut-être me vient aussi, sur le plan, pour le coup, de la gestalt, quoi, tu vois? Quelqu'un que tu connais, que tu as interviewé, c'est Claudia, hein, Mmh. qui est une collègue. On a créé Poké ensemble. Enfin voilà, donc voilà, c'est une collègue d'animation. On a eu le groupe. Je te disais que j'avais arrêté un groupe de supervision. J'en avais un à Paris que je co-animais avec elle depuis plus de 10 ans, je sais pas, 10, 15 ans. Et voilà, donc c'était quelqu'un d'important qui a permis d'asseoir ma pratique, d'apprendre aussi. Enfin, voilà, elle avait un peu plus d'expérience que moi, elle avait quelques années d'avance, quoi. Voilà. Et oui, c'était aussi un personnage important. Enfin, Mmh. je l'avais croisée à l'occasion. Moi, je me suis formé à l'EPG, et je l'avais croisée. Elle était assistante, elle était toute jeune assistante, alors que moi, j'étais en formation. Et puis je m'étais dit un jour que je vais travailler avec elle, je vais travailler avec cette nana. Et puis, je sais pas, 5 ans, 10 ans après, j'ai travaillé avec elle. Puis on a fait de belles choses ensemble, je crois. Ouais. Ouais. Voilà, C'est tu vois, des c'est les 2 personnes comme ça qui me viennent là, et dont je peux parler facilement, quoi. Mmh. 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 Justement, ces personnes-là, c'est juste pour affiner ce qu'elles t'ont apporté. C'est un homme, c'est une femme, c'est des gens qui t'ont, heu, ouvert, enfin, chez toi, en tant que personne, qu'est-ce que ça a pu affiner ou rendre plus, visible, leur influence ou leur compagnie? Oui, peut-être leur compagnie? Ouais, qu'est-ce que ça a pu et je ne vais pas répondre directement à ta question, mais il y a une autre image qui m'est venue. Tu vois, moi, je suis Mmh. quelqu'un dans ma pratique qui dans le contact, comment
est, est confronté à une émergence de nombreuses images. Et j'en ai une qui vient d'arriver. Et tu vois, ce n'est pas une personne en particulier, mais c'est donc j'ai été confronté il y a un an à la nécessité d'une opération et je me suis retrouvé dans une clinique et je pense, tu vois, je pense aux infirmières qui m'ont accompagné pendant, je sais pas, de mémoire, une dizaine de jours, je sais pas, 2 semaines, un truc comme ça. Et enfin, on va dire le personnel soignant, mais pour le coup, surtout des femmes. Tu vois. Enfin, le chirurgien était bien, mais surtout les femmes, enfin, voilà, les aides-soignantes, etc. Et je crois que, euh, euh, tu vois, par exemple, ce que ces femmes-là, à cette occasion-là, m'ont aidé à affiner, c'était je l'évoquais avec toi maladroitement tout à l'heure, mais cette capacité à aimer. J'ai senti chez ces femmes-là, à tout instant, ok, ils faisaient leur job, quoi, hein, mais il y en a beaucoup qui faisaient un peu plus que leur job, quoi. Enfin, en tout cas, c'était pas le job technique, c'était, tu vois. Et j'ai senti, moi, je vais le dire comme ça, je vais mettre des guillemets, mais je me suis senti aimé pendant cette dizaine de jours, quoi. Et, et, aimé par elle, hein. Mais j'imagine qu'elle, je vais le dire comme ça, elle m'aimait moi, mais comme elles aimaient tous les autres patients, hein. Oui. Et ça, de sentir ça dans cette situation-là, je crois que je sais pas si ça a révélé, le mot était peut-être un peu fort, mais ça a renforcé cette capacité à aimer, donner de l'amour, et tu vois, enfin, voilà, enfin, à donner, quoi, à donner aux autres, quoi, cette capacité à donner aux autres, quoi. C'est Et, c'est tu vois, motivé en c'est pas t'écoutant. une personne en particulier, c'est voilà, Oui. cette équipe-là, quoi. Et j'y pense d'autant plus, pardon, que ça va être dans quelques jours l'anniversaire de mon opération. Ah oui, donc c'est vraiment très présent, oui. Oui, oui, c'est présent. Mais Et, c'est... Pardon, et, je t'écoutais. oui, oui, et tu vois, en évoquant ça tous les deux, là, je sens combien c'est important et combien c'est quelque chose, tu vois, que je me dis, Daniel, ne lâche pas ça, quoi, parce que c'est quelque chose de fondamental. Enfin, en tout cas, moi, je le vis pour moi maintenant comme fondamental. La capacité à donner, en fait. Ce que tu inclus dans l'amour, Oui, c'est la capacité à donner. Et puis aussi, ce que tu reçois, enfin, ce que tu dis, c'est que tu as reçu aussi pendant ces 10 jours-là, bien sûr. c'est l'ouverture de pouvoir euh, prendre ce qui t'était Oui, donné à ce moment-là. oui. Mm. Et, et donc à partager, à être avec, tu vois. Mm. Mm. Enfin, je me rappelle de moments des fois très courts avec tu vois, ce personnel soignant, il y a eu des moments de partage extrêmement intenses, quoi. Mm. Euh, bon, je me dis, moi, je vis pour ça, quoi. Enfin, Mm. le reste. C'est très touchant ce que tu dis et ça me fait penser à, dans nos métiers où on ne parle pas d'amour en fait, mais c'est parfois cette capacité à donner dont on a besoin, sur lequel on s'appuie pour traverser avec nos clients des situations difficiles pour eux, pour nous, mais c'est une source. Oui, mais tu vois, on ne parle pas d'amour. Moi, je me rappelle, ça m'avait marqué. Je pense que ça a été dans un de mes premiers, peut-être mon premier stage, un stage de 4-5 jours ou un mot de l'étoile, et j'avais un intervenant il y avait un couple intervenant, un intervenant qui nous avait dit, enfin moi je l'avais attrapé, qui nous a dit, vous voyez, quand moi j'accueille dans mon cabinet un patient, quand il arrive, au moment où il rentre dans mon cabinet, je suis en état d'amour. Ah Alors, oui, on pourrait expliciter, tu vois, ce qu'il mettait derrière, ce qu'on oui. pourrait mettre derrière, enfin, tu vois. Mais ça m'avait frappé à l'époque, quoi. Ah, je me dis, c'est incroyable, ce mec-là,
Tu vois, ça veut dire que, je sais pas, 10 fois dans la journée, il a un élan d'amour qui arrive et puis après, tu vois, qui disparaît, puis qui revient, tu vois, donc il vit, comme ça un certain nombre de vagues d'amour, toute la journée. Je trouve ça très beau et ça se je trouve que ça peut tu vois, ça peut se défendre, hein. Il faut qu'on soit clair sur ce qu'on met derrière ce mot-là, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on peut-être qu'on l'utilise pas parce que ça pourrait être ambivalent ce mot-là, mais Oui, tel que tu le décris là, qui est finalement ce que tu as trouvé chez ces infirmières, c'est vraiment, oui, en tout cas aujourd'hui, je trouve que tu le relis au don, à l'ouverture, à oui, quelque chose de gratuit, de généreux, d'empathique, enfin, cette image de l'infirmière qui te veille. euh, Moi, je trouve que c'est une belle image parce que on sent, on a tous été malades un jour. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est là, quoi. Cette disponibilité, il y a du doux dans ce que tu racontes, il y a de oui. l'intense en même temps. Et il y a dû être ensemble, tu vois. Et je crois que Ouais, moi, c'est ça. si, euh, si j'ai cette pratique, si je suis allé sur ce chemin de la Gestalt, c'est parce que il me semble, enfin moi je l'ai attrapé comme ça, c'est une posture qui favorise cet être ensemble. Je crois, enfin, en tout cas, j'ai envie de la regarder comme ça ce matin. Mhm. Ben, De la regarder comme ça. bien sûr. Ouais, c'est bien parce que tu nous conduis à tout doucement, tu as commencé à ébaucher ce chemin vers la Gestalt. C'était euh, la question qui est venue après, c'est comment tu es venu donc à la Gestalt des sciences dures. Tu es voilà, tu as cette rencontre sur ce bateau avec cette amie collègue, puis cet ami thérapeute, et puis cette thérapie personnelle, et puis C'est le ça. groupe, le corps, j'imagine, l'énergie, toi Oui, qui oui, es puis corps et énergie, tu as dû qu'est-ce qui hein, t'a voilà. ce qui m'a sans doute, c'est sans doute comment dans le travail avec, dans, dans le groupe continu dans lequel j'étais, c'est sans doute ça aussi qui a été un moment révélateur chez moi. C'est parce que, bon, je travaillais, mais je regardais aussi beaucoup les intervenants dans leur manière de travailler, c'est très gestaltiste. Alors moi, j'avais une pratique, j'intervenais déjà avec des groupes, j'avais eu des équipes à manager, etc. Donc j'étais assez à l'aise avec le groupe, mais je regardais ces intervenants thérapeutes, comment ils faisaient avec nous, tu vois, et je trouvais ça, enfin j'ai appris plein de trucs, quoi. Et comme j'étais déjà à cette époque-là, je travaillais avec des groupes aussi, je commençais à travailler avec des groupes, et eh bien je piquais leur manière d'être et je transposais ça, je testais ça, j'expérimentais ça, quoi. Et c'est ça qui, et j'en ai vu toute la puissance, et c'est ça aussi qui m'a à un moment dit, ben, attends, Daniel, c'est un chemin pour toi, quoi. Et au départ, ce qui était un travail thérapeutique personnel s'est transformé à je vais me former à ça, quoi. Et oui, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et ne sachant pas vraiment ce que j'allais en faire, enfin, je pense que j'ai une qualité qui est celle de comment des fois je suis attiré par des choses, tu vois, et j'y vais, tiens, je suis curieux, je vais explorer, je regarde ça, sans forcément avoir d'idée précise derrière, quoi. Et puis chemin faisant, il y a des choses qui s'élaborent. Quand j'ai fini, quand j'ai fini mon cycle là, de formation en Gestalt, j'intervenais déjà dans des entreprises, enfin, à droite à gauche, plus particulièrement avec des équipes, mais je ne faisais pas vraiment de coaching, quoi. Et puis, je travaillais pour Renault à l'époque, et puis j'ai un de mes interlocuteurs chez Renault, enfin, qui avait une fonction très, je dirais, importante. Il était directeur de ce qu'on appelait du conseil du management. Il était à l'origine de la création du premier dispositif de coaching. Et comment Et on était assez proches. Je racontais mes histoires de Gestalt, je veux dire. Et puis un jour, il me dit, Daniel, mais écoute, je dois monter un dispositif de coaching. Je pense que ça serait bien si tu étais un de nos premiers coachs dans la petite équipe qu'on veut monter, là, enfin voilà, pour intervenir au début assez haut niveau, quoi. Et sincèrement, moi, je ne savais pas bien ce que c'était que le coaching. J'étais tout jeune gestaltiste. Et je suis parti dans ce monde-là avec comme
tout bagage, eh ben, cette posture gestaltiste, quoi, qui à l'époque était une posture, en entreprise en tout cas, mais pas que, assez inconnue, assez décriée, proche, tu vois, de phénomènes sectaires. Bon. Et moi, je suis arrivé dans les organisations sans aucune formation au coaching, ce que j'ai jamais fait, et avec simplement cette formation, on va dire, à une posture d'accompagnement, plutôt en thérapie, qui était la Gestalt. Mais il m'a fait confiance là-dessus, et moi, j'avais aussi confiance en ça, quoi. Et puis, c'est comme ça que mon itinéraire, on va dire, comme coach, a démarré, quoi. Donc, tu es devenu coach et puis tu as, avec Claudia Gollet, tu as monté cette école de coaching gestaltiste qui s'appelle Époquet, c'est ça? Oui, alors l'école, pas tout de suite, mais oui. Oui. Oui, d'abord, tu as fait la supervision de coaching, c'est ça? Et puis, tu étais thérapeute en même temps, tu as toujours eu les deux? Alors, j'ai très vite exercé d'abord chez Renault, puis ensuite dans d'autres grands groupes, comme coach. Et j'étais coach gestaltiste. Alors, ça me prenait beaucoup de temps pour expliquer, pour montrer. Puis après, j'ai compris qu'il ne fallait pas expliquer, mais qu'il fallait juste être et que ça suffisait. Donc, j'ai eu une activité très soutenue en coaching individuel et d'équipe. Et puis quoi? Et puis, dans l'ordre, on m'a demandé à l'époque, à l'école parisienne de Gestalt, qu'il y avait un troisième cycle qui était orienté organisation, on va dire. Et puis, c'est Daniel Grosjean qui pilotait ça, et puis qui m'a demandé, il m'a dit, écoute, allez, viens avec 2-3 autres, on va construire ça. Et puis, ça a duré, je crois, 2 ans, 3 ans. Moi, mon sentiment, que ce n'était pas tout à fait bien à sa place dans le cadre de l'EPG. Enfin, c'était, voilà. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai dit, un troisième cycle, c'est bien, mais il y a un cursus particulier à faire pour des gens d'entreprise qui sont déjà un peu avancés sur des postures d'accompagnement, mais qui ont envie de se professionnaliser. Il y a quelque chose à imaginer. Et c'est là où je suis allé voir Claudia. Je lui dis, il faut qu'on imagine quelque chose. Moi, tout seul, je ne suis pas capable. Mais si tu me donnes un coup de main, on va imaginer ça. Et on a monté un cursus à l'époque, ce qui existe toujours, d'une dizaine de 10 jours, pour un cursus, c'était, on va dire, d'initiation à la Gestalt pour des gens qui ont déjà une posture d'accompagnement. On a commencé comme ça, et puis au début, c'était difficile pour trouver des stagiaires, mais bon, petit à petit, ça a marché. Et puis, il est arrivé un moment où, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on lui donne plus d'ampleur? Et puis, le PG n'avait pas très envie de continuer dans un troisième cycle d'organisation. Voilà, et on a dit, on fait quelque chose à part, et c'est comme ça que c'est constitué Époquet, quoi. Et au-delà du cycle de 10 jours, de la supervision, puis après plein de modules, d'autres stages sur le corps, voilà, sur la confrontation, enfin, que sais-je encore, plein d'autres choses. Et c'était Époquet s'est créé il y a, je crois, 11 ans, 12 ans à peu près. D'accord. Et donc, tu as plus de pratique en tant que thérapeute. Tu n'as vraiment... Oui, je n'ai pas répondu complètement à ta question. Donc, ça, c'était la partie coaching, mais quand j'ai démarré, donc à la fin de ma formation, j'ai démarré aussi comme thérapeute, mais d'une manière très limitée. En gros, je faisais ça le samedi matin. Toute la semaine, j'étais dans le monde de l'entreprise, et le samedi matin, je recevais des patients. Et je travaillais beaucoup. Et il y a eu un moment, c'était un peu trop, donc j'ai suspendu mon activité de thérapeute. Et puis, je l'ai repris, mais dans un cadre... Alors, j'ai gardé un petit peu, mais vraiment quelques personnes, voilà, mais de manière très limitée, moins de 5 personnes en permanence. Et par contre, je l'ai repris dans le cadre des Psys du Cœur. C'est ça. Et donc,
en 2 mots, les psys du cœur. Oui, non, plus qu'en 2 mots, parce que c'est vraiment une des choses qui m'a donné envie de te contacter. J'étais Ok. très touchée par cette initiative, cette organisation. Donc, au contraire, c'est important de D'accord. voir aussi ce qu'on peut faire de la Gestalt Oui, dans ce oui, bien domaine-là. sûr. Alors, les psys du cœur, enfin, puis oui, plus que 2 mots volontiers, parce que comment on n'en a pas encore parlé, mais c'est une de mes occupations encore aujourd'hui très, très présente. Donc, les psys du cœur se créent il y a maintenant 11-12 ans à peu près à Paris par des gestaltistes, avec donc l'idée, le sens qui est de rendre accessible à la ressource thérapeutique, rendre cette ressource accessible à des gens qui n'en ont pas les moyens. En gros, ce sont des thérapeutes bénévoles au départ. C'est la création d'un dispensaire ouvert chaque semaine, une demi-journée à peu près, plus. Voilà. Et les gens qui veulent, qui ont envie, qui n'ont pas trop peur, ben, ils viennent sans rendez-vous, dans l'anonymat, et ils sont a priori à peu près certains d'être reçus. Et puis, s'ils ont envie de revenir, ils peuvent revenir. Enfin, voilà. Et comme ça, donc comme ça, d'être soutenu, voire de faire un travail thérapeutique, ce qui n'était pas vraiment le cas au départ, qui peut être de longue durée. Donc, c'était une organisation avec un niveau d'exigence minimum, quoi. Je veux dire, ils donnent ce qu'ils veulent, enfin, tu vois, c'est 20 centimes. Dans certaines antennes, je ne sais pas, 3 courgettes, 1 kilo de sucre. Enfin, voilà. Et tout le personnel, aujourd'hui, c'est une centaine de personnes en France quand même, les psys du cœur. Donc, tous ces gens-là sont bénévoles. Bon, alors, donc ça s'est créé à Paris. Et puis, Annecy, il y a eu une petite équipe à un moment qui a eu envie de faire quelque chose comme ça. Mais ils ne connaissaient pas les psys du cœur. Enfin, voilà, il y a eu une initiative. Voilà. Et, et puis, il y a eu un contact avec les psys du cœur. Puis, il y a eu la question, est-ce qu'on monte ça sous l'étiquette de psy du cœur ou pas? Et puis, Annecy dit, oui, finalement, oui. Et puis, moi, je suis arrivé un peu dans un deuxième temps, j'ai rejoint l'équipe d'Annecy. Et puis, j'ai rejoint l'équipe, donc ça veut dire au moins une demi-journée par mois, un samedi matin à Annecy, être là en permanence, recevoir les gens qui arrivent, certains qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. C'est 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 un travail pour le coup dans l'instant. On ne sait jamais si les gens vont revenir. Il n'y a pas de rendez-vous, hein. Donc, on sait qu'on a une petite heure avec chaque personne qui arrive, souvent dans une situation précaire. Et voilà, c'est de travailler dans l'instant avec des fois quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois, et donc c'est réciproque, avec les questions, travailler dans le présent avec ce qui est là, mais pas trop vite pour pas faire peur, mais peut-être plus vite que quand on est en cabinet, parce on sait peut-être qu'on n'a que 45 minutes. Donc avec toujours un peu ce dilemme-là. Moi, le choix que je fais, c'est d'être entièrement là, complètement, enfin, tu vois, avec ma tête, mon corps, et de manière extrêmement intense, je crois. Et avec des moments difficiles, puis des moments aussi merveilleux, quoi, parce que je crois qu'on se rend compte comment, des fois, de l'aide qu'on peut apporter, quoi. Enfin, voilà. Et puis, il y a une véritable aide, voire des fois, il y a de l'aide, il y a du soutien, à minima, pour traverser des moments difficiles. Et puis, des fois, on participe à une réelle transformation, quoi. Oui. Et donc, les psys du cœur, moi, j'ai comme ça, voilà, je suis entré comme bénévole. Et puis, au bout de quelques années à Annecy, on m'a demandé de prendre la responsabilité de l'antenne. Et puis après, j'ai pris la présidence au niveau national des psys du cœur pendant, je ne sais pas, 3 ans à peu près, je crois. Et puis, j'ai remis mes mandats l'année dernière, voilà, à l'automne de l'année dernière. Voilà. Mais je continue à être très actif au niveau de l'équipe d'Annecy. On est
on est dans des phases où on met en place ce qu'on appelle la gouvernance partagée, quoi. Donc, je participe, je suis très impliqué dans cette mise en œuvre, voilà. Et puis, je suis très actif, voilà, au niveau des permanences, quoi. Et, 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 c'est, et, et c'est un lieu même de ressourcement pour moi, quoi. Ah oui. Oui, Qu'est-ce qui te ressource? c'est, tu vois, c'est le contact. Pour moi, ce qui me ressource, c'est d'être avec l'autre. Oui, mais tu as tellement toi l'occasion, tu es très actif, tu es dans du contact, tu en as plein. Pourquoi le Psy du cœur? C'est à cet endroit que tu parles de ressources, donc Oui, 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 j'imagine oui, que oui, c'est un oui, peu oui, différent. oui. Oui, mais parce que je crois, tu vois, tu m'invites à élaborer. Il y a souvent dans l'art des gens qu'on rencontre, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, il y a de la difficulté, il y a de l'impuissance, voilà. Et je sais pas, je vais le dire comme ça, peut-être ce qui me ressource, c'est, tu vois, de retrouver l'autre, dans cette situation difficile, hein, d'être à côté de lui, de faire en sorte autant que possible qu'il me sente à côté de lui. Et puis, il y a un, il y a un autre mot que j'aime bien et qui vient là, c'est peut-être, avec beaucoup, très humblement, hein, de l'éveiller. Peut-être, tu vois, c'est comme si je me mettais à côté de lui, puis que je lui dis, mais tiens, regarde le monde, ou regarde-nous, quoi. Tu vois, et de l'aider à nous regarder ou de regarder le monde. Peut-être comme il ne l'avait pas regardé encore, peut-être parce que la souffrance est trop importante, qu'il y a des choses qu'il ne pouvait Mmh. pas voir, peut-être, voilà. Et ça, je crois que c'est ça qui me ressource. Et quand l'autre dit, ah ouais, tiens, ah mais c'est vrai, toi, Mmh. tu viens de prendre une inspiration là, voilà. Mmh. Et ben moi, je dis, super, tu vois, voilà, voilà, j'ai rempli ma mission sur Terre, quoi. Je dis. Mmh. Oui, oui. Et, et des fois, des fois, il faut pas grand-chose, hein. Puis des fois, c'est pas possible. Puis des fois, voilà, on n'y arrive pas. Puis des fois, Mmh. voilà. Et j'ai l'impression, tu vois, que c'est plus facile dans le cadre des Psy du cœur. Alors peut-être parce que niveau de souffrance, précarité, parce que on n'est pas appelé à se revoir a priori, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, il y a une forme, on évoquait tout à l'heure, tu vois, cette histoire de finitude, la fin, tu vois, la finitude, elle est là peut-être au bout de 45 minutes, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, quel est l'essentiel? Qu'est-ce que je peux apporter d'essentiel à l'autre? Ah, tu vois, et des fois, il n'y a même pas forcément le temps, tu vois, de laisser à l'autre le temps qui nous raconte sa vie, tu vois, ou qui nous raconte sa difficulté, tu vois. Tu vois, il y a je peux aimer et des fois je peux prendre le risque. Tu vois, je pense à quelqu'un que j'ai reçu au Psy du cœur. On n'appelle pas ça des patients, on n'appelle pas ça des clients. Nous, ce sont, alors il y a 2 mots qui continuent à courir. Ce sont soit des passants, soit des passagers. Ah, c'est joli comme mot. Voilà. Mais tu vois, l'autre jour, j'ai reçu une passagère. C'était la première fois que je la voyais. Elle avait été vue par 1 ou 2 de mes collègues et je sais pas, elle s'apprêtait à me parler de plein de trucs. Et puis, il y avait quelque chose de tellement fort que je sentais. Je lui dis, est-ce que je peux m'autoriser? J'ai envie de vous dire quelque chose, quoi. Hein, et le quelque chose, c'était ce que je ressentais et les images qu'il y avait là, quoi. Bon. Et elle m'a dit, OK. Et je lui ai donné ça. Et ça a donné une intensité à notre échange, tu vois, voilà, qui était, je crois, important. C'est venu toucher quelque chose d'enquisté chez elle. Enfin,
Et voilà. Et ben, mais tu vois, parce que je me dis, ben voilà, 45 minutes, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir? Il y avait quelque chose qui faisait figure chez moi tellement fort, je me dis, il faut y aller, quoi. Enfin, en tout cas, je, je peux avoir envie d'y aller. Je peux me proposer ça, quoi. Ce qui me frappe, c'est l'intensité dans ce que tu racontes quand tu décris ces situations-là. Tu es venu naturellement à la question pour moi qui était, bon, finalement, quelles sont les situations importantes là aussi, hein, professionnellement, que tu as pu vivre? Quand tu décris cette situation dans le contexte de cette finitude, la présence qu'il faut, d'être l'awareness qu'il faut pour décider qu'est-ce que tu vas dire, jusqu'où tu vas dire quand tu as cette image qui arrive. Est-ce que tu vas la dévoiler complètement? Enfin, cette attention à l'autre, là où il en est, elle paraît si précise, si intense et précise en même temps, de jusqu'où je vais, dans l'essentiel, ne pas être trop violent. Est-ce que l'autre peut prendre ça? Est-ce que je trouve que tu me fais très bien vivre en décrivant cette situation, l'intensité qu'est être dans l'essentiel. Et du coup, ça me fait venir à une autre question qui est, quels sont, finalement, tu as choisi la Gestalt, tu t'y sens bien. Est-ce que parmi tous les concepts de la Gestalt, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants, enfin, pas plus importants, mais sur lesquels toi, tu raisonnes bien, sur lesquels tu t'appuies facilement, plus que d'autres, qui te viennent? Voilà, c'est quoi ta façon d'être gestaltiste, toi, personnellement? Ben, quand tu as dit, j'ai souri quand tu as dit les concepts qui résonnent. Tu vois, moi, en tout cas maintenant, celui qui est peut-être le plus présent, c'est ce que je vais nommer la résonance. Alors derrière ça, il y a l'implication, mais ce que je peux percevoir, ce qui peut vibrer chez moi à l'occasion de la rencontre avec l'autre, ce qui peut vibrer chez moi, corporellement, émotionnellement, dans mon imaginaire, d'accord? Bon. Et comment je vais remettre ça dans le contact au service de mon passager, client, patient, suivant les cadres. Moi, c'est ça qui résonne beaucoup. Alors, ça veut dire, tu vois, j'ai travaillé pas mal avec Jean-Marie Delacroix, parce qu'il est dans ma région, et parce que j'ai beaucoup d'amitié et de tendresse pour lui. Et je pense que c'est réciproque aussi. Donc, et Jean-Marie, c'était mon superviseur pendant quelques années. Voilà, c'est quelque chose qui portait beaucoup en lui, cet aspect travail sur la vibration, quoi. Et donc, alors, on appelle ça méditation intersubjective. On peut, tu vois, il y a différents mots comme ça qu'on peut coller là-dessus. Mais moi, j'aime bien, tu vois, résonance, quoi. Résonance qui vibre chez moi. Comment mon interlocuteur, lui, ne peut ne pas sentir ça, hein, parce qu'il est, voilà, ça n'apparaît pas chez lui, mais moi, ça vit chez moi. Et a priori, tu vois, tout à l'heure, tu t'interrogeais sur quoi dire, jusqu'au dire. Moi, je vais faire, tu vois, je suis dans la posture suivante qui est de dire, a priori, je vais dire, je vais exprimer. Mon postulat, c'est de dire, a priori, je dis. Et après, je m'interroge sur, avant de dire, avant de partager, qu'est-ce qui pourrait faire que je ne dise pas. Oui. Tu vois, mais ma posture prioritaire, c'est d'exprimer et de partager, quoi. Bon. Et puis après, il y a comment partager, mais tu vois, et ensuite, je dis, je partage, et ensuite, je m'interroge sur, enfin, j'ai cette posture-là, et ensuite je m'interroge sur qu'est-ce qui pourrait faire il vaut mieux pas, quoi, ou pas tout de suite, ou de manière atténuée, ou enfin voilà. Donc c'est et ça, et c'est vrai, je crois, alors avec des nuances, mais dans le cadre des psy du cœur, mais c'est vrai par exemple même en situation de coaching, tu vois, avec
je veux dire, je sais pas, des gens, des personnages importants, des fois, des gens qui ont des hautes fonctions, enfin voilà. Et c'est, comment, j'ai le mot liberté, tu vois, qui venait aussi, enfin, pour moi, c'est me sentir très libre. Tu vois, il y a ça qui arrive chez moi, ben, et quoi que ce soit, et quoi que ce soit, et ben voilà, a priori, je partage ça avec vous, quoi. Sachant que l'hypothèse, c'est que ça apparaît, ok, ça apparaît chez moi, mais c'est à l'occasion de rencontre, ça part de notre rencontre, de notre contact, voilà comment nous avons construit ça ensemble, hein, et voyons ce que nous pouvons faire ou en quoi ça vous cause, je sais pas, de votre difficulté, enfin voilà. Bon, c'est toujours un phénomène émergent à l'occasion de la rencontre. Et je crois que mes clients, par exemple, dans le monde de l'entreprise, ils apprécient beaucoup ça. Parce que dans certains cas, ça peut paraître un peu irrévérencieux, quoi. Il y a des fois des choses un peu étonnantes. Mais tu décris l'authenticité, toi, là, je trouve. Oui, oui, oui. Alors, la capacité à sentir aussi, tu vois, tout le travail de awareness, la capacité à sentir et puis avoir comment à la forme imaginaire que ça peut prendre. Tu vois, des fois des images qui apparaissent, qui ont pas forcément, qui sont un peu curieuses, en tout cas qui ont a priori pas de sens pour moi, d'accord. Et des fois ça a du sens, hein. Mais oui, oui, c'est une forme d'authenticité, quoi. Donc, prenons le risque, a priori, de l'authenticité maximum, puis voyons ce qui se passe, quoi, tu vois. Pas grand risque. Tu décris deux mondes qui, en apparence, peuvent paraître opposés, celui des passagers, des psys du cœur et des personnes qui peuvent avoir des hautes fonctions, très hautes fonctions dans l'entreprise. Ça m'envoie à cette question que je dis de façon neutre parce que je ne sais pas trop jamais quoi faire avec cette question-là, mais elle fait partie des questions que j'ai dans mon tiroir, qui est: quel est ton rapport avec le pouvoir et les privilèges? Alors, je ne sais pas, finalement, moi je me méfie beaucoup des a priori, je ne sais pas si c'est un privilège d'avoir des hautes fonctions et si c'est une absence de pouvoir ou de privilège d'être dans une situation des passagers. Je ne sais pas ce que c'est trop la liberté. Du coup, je ne sais pas comment la poser sans influencer ce qui va être dit dans la réponse, donc je la pose un peu comme ça au milieu de toi et moi. C'est quoi ton rapport avec le pouvoir et les privilèges? Alors, c'est peut-être pas une réponse directe, mais il y a plusieurs choses qui me viennent. Comment D'abord, tu vois, par exemple, quand tu parles de ces deux mondes-là, moi, je peux me vivre, et je l'ai dit à certains de mes clients, comme un agent qui participe à la redistribution des richesses. Je peux faire, je trouve que des fois, je fais payer mes clients en coaching, je les fais payer ou je fais payer l'entreprise cher. Tu vois, bon, alors j'ajuste, hein, mais quand c'est l'organisation, enfin, t'imagines des grandes entreprises françaises, bon, ils payent cher. Et moi, j'aime bien, mais ces gens-là, je les aide, ils me nourrissent aussi, et j'aime bien, si tu veux, tu vois, je mets en contrepartie ce que j'apprends, je sais pas, ce que je suis devenu, eh ben, je mets ça bénévolement au bénéfice des plus précaires. Et, euh, et je suis content de ça. Je suis content, tu vois, de ces deux pôles, quoi. Enfin, de pouvoir faire ce, tu vois. Euh, Après, il y a une autre chose qui me vient, c'est autour de l'indignation, autour de... Oui, on va dire de l'indignation. Enfin, quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant, moi, je faisais plutôt partie des mouvements révolutionnaires.
puis, je crois que j'ai gardé des traces de ça, quoi. Et donc, euh, quand je suis, j'aime bien confronter pour le coup, mes clients dans le monde de l'entreprise, des gens qui ont du pouvoir, j'aime bien les confronter à ce qu'ils font de ce pouvoir. Et j'aime bien les confronter, j'aime bien m'indigner, enfin, tu vois, j'ose l'indignation avec eux quand je trouve qu'ils, je sais pas, je vais dire comme ça, qu'ils abusent de leur pouvoir ou que leur pouvoir se transforme en violence. Le pouvoir, il peut être violent, il peut être maltraitant, mais le pouvoir, il est aussi, enfin, je rencontre aussi des hommes de pouvoir admirables, sincèrement, enfin, pour qui j'ai beaucoup de respect, voilà, qui dans leur monde essaient de faire le mieux possible, quoi. Et, mais oui, voilà, tu vois, la semaine prochaine, j'ai à dire que je refais un peu de formation parce que j'ai laissé tomber ça dans le cadre des Poké. Puis j'ai un collègue qui n'est pas disponible pour cause de maladie, donc je vais le remplacer. Et le sujet, c'est 3 jours sur la confrontation. Et ben moi, je ne sais pas si je suis en train de dévier un peu, je me dis par rapport à ta question, tu vois, mais Ouais, allons-y. C'est peut-être un détour important, on ne sait jamais. ouais. Mais j'aime bien, enfin, je trouve important de confronter ces gens de pouvoir, de confronter le monde du pouvoir, quoi, et les faire s'interroger, quoi. Tu vois, et ça. C'est une notion autour de la responsabilité, enfin, qui est quand même chère aux gestaltistes. Est-ce que c'est dans cet esprit-là ou c'est plus, j'allais dire, viscéral, en lien avec ton sens de la justice? Est-ce que Oui, mais c'est les deux? Est-ce je que... crois que les deux se rejoignent là, tu vois. Les deux se rejoignent parce que je trouve que, que dans le monde des organisations, il y a une manière de regarder l'environnement, mais dans tous les sens du terme, au sens gestaltiste, tu as du terme, mais qui est extrêmement pauvre, limité, tu vois, inconsciemment ou pas, tu vois. Et je crois que mon travail, tu vois, c'est des fois de dire, mais regardons le monde, quoi, et comment vous êtes dans ce monde-là. Exactement ce que tu fais avec les passagers, mais dans un autre registre. Mais c'est là, ta place, il me semble, elle est sur l'ouverture du regard, c'est-à-dire c'est ouvrir, qu'on soit un passager dans les psys du cœur, que ce soit dans le monde de l'entreprise, c'est ouvrir son monde. J'ai l'impression aussi que alors c'est une impression subjective, je ne sais pas si c'est vrai, mais quand tu confrontes, dans cette histoire de confrontation, il y a aussi se poser soi ou corporellement comme une limite à l'autre, et aussi donc comme une frontière contact, à un endroit où elle n'existe peut-être plus, où elle n'est pas consciente ou pas élaborée. Est-ce que je me trompe? Ah, est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus, là, pour que je puisse comprendre? Quand tu prenais l'exemple dans une entreprise et tu parlais des abus de pouvoir et que tu te dis, je viens et j'ose confronter, et ma place, c'est de confronter. Dans cette façon que tu as de raconter, la confrontation, ça m'évoquait, moi, se dresser soi avec ses valeurs comme une limite, comme une frontière finalement à l'autre qui n'en rencontre peut-être pas. Je ne sais pas si j'ai raison, c'est l'impression, c'est ce que je comprends que tu dis. C'est clair, Et, pardon, ça y est, c'est clair, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui. j'ai envie de donner un exemple. Moi, j'aime bien raconter des histoires parce que je vis plein de choses. J'ai bien raconté des histoires, mais je crois que c'est une histoire qui va étayer ce que tu dis là. Euh, j'ai un client. Alors, c'est une histoire que j'ai raconté quelques fois comme ça à des stagiaires. Mais un jour, donc, j'ai un client en coaching et quelqu'un qui était un patron qui était réputé pour être assez violent avec ses collaborateurs et lui-même reconnaissait cette violence en lui. Mais il savait pas comment s'en départir, comment, tu vois. Et ça faisait 2, 3 séances de travail qu'on avait. Puis il me raconte un jour ce qui s'est passé la veille avec un collaborateur. Et il me raconte un truc que je trouve, moi, enfin, humiliant pour le collaborateur. Et voilà, il y avait du mépris, il y avait tout ça. Tu vois.
Et moi, tu vois, je reçois ça, je vis ça, et, et l'envie qui me venait, tu vois, commence à résonner chez moi. J'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. Alors, tu imagines comment, tu vois, deux hommes, enfin, je veux dire, deux seniors, chemise blanche, veste, costume, enfin, tu vois, enfin, lui, il avait une cravate. Enfin, et moi, j'étais là, il était en face de moi, et j'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. Bon. Et tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je fais le choix de lui dire. Je dis, ouais, écoutez, il y a quelque chose qui arrive là chez moi, enfin, je ne sais plus comment je lui dis, voilà. Mais j'ai envie de vous mettre mon poing dans la figure. Et ça ne m'arrive pas souvent quand même. Ça m'arriverait tout le temps avec tous mes clients. Bon, je me dirais comme d'habitude, ok, ça va, bon, tu gardes ça pour toi. Mais là, ça arrive. Bon. Et j'ai partagé ça avec lui, tu vois. Et alors au début, il était un peu déstabilisé, mais enfin, tu vois, je lui ai expliqué, enfin, d'une manière aussi tu vois, de mettre du sens, enfin en tout cas du sens théorique. Hein. Il avait besoin de beaucoup de théorie. Il comprend. Hein. Mais ça a été pour lui un moment fondateur de sa transformation. Que son coach, d'accord, monsieur sérieux, enfin, tu vois, voilà, puisse avoir envie, puis qu'il respectait a priori, qu'il trouvait pas mal, tu vois, puisse avoir envie de lui mettre son poing dans la figure, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'il a pu saisir, enfin en tout cas se trouver bousculé, comprendre ce qui se passait, comment il générait ça chez les autres, comment peut-être une immense majorité de ses collaborateurs avaient envie de faire ça avec lui. C'est ce qu'il a à un moment émis comme hypothèse. Et c'était dur pour lui, c'était très dur. Mais tu vois, et comment, tu vois, ça parle de ce qui s'est joué à la frontière contact entre lui et moi, les limites, moi, que enfin, en tout cas dans l'expression, comment j'ai ramené ça dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, comment j'ai ramené ça dans notre échange, enfin voilà, et comment ça peut être révélateur pour lui, quoi. Et ça parle aussi de la liberté dans laquelle moi tu vois, j'ai envie d'être, quoi. Ben oui. Ouais. Et comment, quand on est là-dedans, je crois à la puissance, tu vois, éventuellement transformatrice, quoi, tu vois, Et là, c'est plus une histoire de pouvoir. Puis là, c'est plus une histoire de pouvoir. Enfin, tu vois, enfin, en tout cas, quand on est là tous les deux, parce que même ces gens de pouvoir, quand ils sont là avec moi, avec nous, ils sont dans leur fragilité, ils sont dans leur impuissance. Ils osent, tu vois, ils osent être ce qui, je sais pas, ce qu'ils me montrent à moi, c'est des choses qu'ils ne montrent à personne, je pense, à moi ou à leur autre coach. Mais je pense qu'avec notre posture gestaltiste, il y a une capacité, tu vas aller dans l'intime au sens du dévoilement, la frontière contact. Hein. C'est ce que je suis en train de vivre là avec toi, ce qui apparaît là. Hein. Eh bien, d'aller dans cette intimité qui est, je crois, très nouvelle pour ces gens de pouvoir. Tu vois, ils font une expérience d'intimité qu'ils ne font pas ailleurs, enfin, dans le cadre de l'exercice de métier. Et nous, pourtant, dans notre environnement professionnel, à nous deux, tu vois, nous créons Gestaltis, nous, cette intimité-là. Donc, c'est une expérience extrêmement étonnante. Je suis clair quand je... Oui, oui, c'est parfaitement clair. J'aime bien j'aime bien où est-ce que ça nous emmène pour éclaircir aussi ton rapport à la Gestalt, ta posture dans le monde, qui tu es comme personne. C'est aussi tout ça que tu nous montres là. Et du coup, je voulais savoir cette Gestalt-là dont tu parles, tu as parlé de la finitude de certaines choses, mais est-ce que c'est quoi ton next? Qu'est-ce que toi, tu comptes en faire? Alors, est-ce que c'est seulement dans le domaine
de l'exercice professionnel? Est-ce que la Gestalt, tu l'exerces ailleurs autrement et peut-être que dans des domaines qui ne sont pas répertoriés comme tels, est-ce qu'il y a une fin quand on est gestaltiste? Est-ce que tu as encore des projets? Voilà. Il y a plein de questions dans ma question, mais bon, tu prends tout ce qui t'intéresse. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a une fin? Il y en aura une. Moi, dans mes activités, j'évoquais tout à l'heure, je ne fais plus de formation, par exemple. Il y a des choses que j'ai arrêtées que je ne veux plus faire. Mais par exemple, au sein des Pokés, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à défricher au niveau de l'entreprise. Donc, tu vois, avec des questions comme est-ce que nous, gestaltistes, nous avons un regard particulier sur l'entreprise? Quel est notre regard sur l'entreprise? C'est quoi cette entité-là, tu vois? Est-ce qu'on peut avoir une vision sur ce que c'est qu'une entreprise gestaltiste, tu vois? Est-ce que ça a du sens, ce que je suis en train de dire? Je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas investigué encore dans notre monde gestaltiste. Et je pense que c'est important. Parce que je pense, de mon point de vue, on a peut-être apporté, en tout cas, il y a quelques repères à apporter, à apporter à ce monde-là pour dire, tiens, tu vois, avançons sur ce chemin-là. Et peut-être tu vois, autour du être ensemble, quoi, et du sens de l'organisation, des choses comme ça. Enfin, je crois que nos fondateurs, il y a des choses qu'ils ont dit de ci, de là, que les gestaltistes n'ont pas beaucoup attrapé, je pense. Hein, parce que, voilà, mais je pense qu'il y a. Enfin, moi, en tout cas, dans mon ex à moi, j'ai envie, tu vois, de faire un travail de réflexion autour de ce thème-là, tu vois, de regard l'entreprise gestaltiste, je veux le dire comme ça, c'est un peu brut, mais oui, donc tu vois, je crois que j'ai envie d'un travail de réflexion, quoi. J'ai envie ou d'inviter certains de mes collègues à réfléchir avec moi autour de ça. Il y a ce monde-là, et puis il y a quelque chose qui nous préoccupe, où on est impacté tous les jours, là, c'est cette histoire d'environnement, tu vois. Et, qui pour nous, gestaltistes, tu vois, il y a deux manières de regarder notre environnement, tu vois. Et comment je relisais il y a quelques mois, et donc je veux dire, alors, pour faire court, je crois que c'est un sujet sur lequel les gestaltistes, et certains le font, tu vois, nous devons nous interroger sur ce que c'est que cette préoccupation de l'environnement, ou notre posture là-dedans, qu'est-ce qu'elle a à faire. Et je relisais il y a quelques mois un numéro de la revue de la SFG sur la finitude, justement. Et il y avait un entretien de Marie Petit sur ce sujet quand j'ai relu, qui m'a attrapé, quoi. Et c'est là où, tu vois, ce que j'évoquais sur, je sais pas, l'indignation, la révolution, enfin, c'est comme si c'était venu rejoindre un peu tous ces mondes-là. Et Marie Petit disait, mais il pourrait y avoir un travers un peu prédateur de la Gestalt. Tu vois, si dans cet aller vers que nous soutenons, que nous portons, mais cet aller vers, tu vois, quand j'ai cette image de souvenir de mes enseignants qui parlaient d'aller croquer la pomme, là, hein, voilà, tu as peut-être entendu ça aussi. Bon. Mais si je reprends cette image-là, tu vois, si nous croquons la pomme sans prendre soin à cette pomme-là, sans prendre soin s'il y en a une deuxième ou une troisième, ou si je suis en train de bouffer la dernière et que mes amis humains à côté n'en auront pas, etc. Si on ne se préoccupe pas suffisamment
de l'environnement de la pomme, de l'arbre, etc., etc. Si tu vois, si on dans un mouvement fort sympathique, tu vois, dans cet aller vers qui est qui va permettre notre croissance personnelle, eh bien, on peut être extrêmement prédateur. Et je crois que peut-être que, tu vois, nous, gestaltistes, on a trop soutenu, je ne vais pas me faire des amis quand je dis ça, mais nous avons peut-être trop soutenu tu vois, cet aller vers sans nous préoccuper de comment notre aller vers touche l'environnement. Bah, oui, et puis moi je te rejoins complètement et on sera deux à pas avoir des copains si c'est pas très grave, ça fera de la confrontation, mais je pense qu'il y a aussi toute une posture à l'époque de nos prédécesseurs, anciens fondateurs, qui étaient quand même dans dans des années où l'individualisme était au plus fort. Et ce dont tu parles là, c'est quand même énormément. C'est vrai que la psychologie en général, moi je dis que c'est pas seulement la Gestalt, mais la psychologie a soutenu la croissance individuelle et le soi. Moi, je finis par trouver ça aussi invasif. Et Oui, tu parlais d'être ensemble et de la valeur du groupe pour toi. Je me dis qu'on est peut-être allé dans une polarité certainement trop individualiste. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et il y a peut-être quelque chose à revenir sur être un groupe, mais un groupe d'humains pas local, pas national, mais vraiment oui, oui. humaine. Enfin, c'est tous les humains. Donc, je te Mais rejoins. on peut le regarder à différents niveaux. Ça peut être local, tu vois aussi, le village, tu vois, le quartier, Oui, le tout à fait. village, la nation et le monde. Ça se Ouais, regarde, je crois, moi, à tous ces c'est vrai, niveaux-là. c'est vrai. Tu as raison, complètement. Et, Ouais. et ça, je pense que c'est, enfin, j'ai envie, moi, de réfléchir à ça, enfin, un peu plus que. Puis, tu vois, de la réflexion née à l'action, tu vois, s'il y a des espaces oui, d'élaboration aussi. Enfin, voilà. Moi, je suis très sensible à la manière dont la Gestalt a pris forme en Amérique du Sud. Alors, c'est Jean-Marie Delacroix là, qui a fait venir des gestaltistes d'Amérique du Sud. Enfin, moi, j'ai participé à certains de leurs séminaires, comme ça. C'est très intéressant. Pour le coup, je simplifie un peu, mais en tout cas, il y avait une forme collective de la Gestalt où les gestaltistes, c'est des gens qui rassemblaient les villageois une fois par semaine et qui étaient là en animateur d'expression de ce qui se passait, ce que les uns et les autres vivaient, etc. Tu vois. Mais bon, et avec, je dirais, un peu de talent ou un peu de capacité liée à cette posture. Bon, c'est pas du tout la même chose que de travailler en thérapie, en tête-à-tête avec un patient. Et, euh, et je crois, moi, que, enfin, tu vois, Serge Ginger disait comment, c'est quoi, la Gestalt, l'art du contact, enfin son petit bouquin, là, etc. Mais oui, c'est l'art du contact, mais l'art du contact, tu vois, pour moi, dans tous les espaces de vie, le monde Oui, professionnel, tu vois, et comme il y a un certain nombre de nos collègues qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, quand même. Quoi. Donc la Gestalt, oui, avec les gens de mon quartier, avec avec la France, avec les députés, avec la Convention citoyenne, avec les gouvernants, enfin, je sais pas, tu vois, et avec le G20, quoi. mm. On parle de nos collègues là qui sont arrivés. Est-ce que tu as le sentiment que tu fais partie qu'il y a une communauté gestaltiste d'abord? Et est-ce que, si oui, est-ce que tu te sens en faire partie? Oui, 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 oui. Ben, alors, il y a une communauté, par exemple, au sein des Poké, et puis avec les satellites que nous avons. Euh, j'ai été assez actif, enfin, en tout cas dans une des fédérations, et je me sentais appartenir. Alors, j'ai réduit ma participation depuis un an, mais oui, je me sens. Enfin, voilà, il y a des gens, un certain nombre de gens avec qui je me sens très proche, quoi. Enfin, la communauté est pas comment, est pas.
c'est pas un monobloc, quoi, mais il y a des gens, il y a un certain nombre de personnes avec qui je me sens très proche et on partage le même regard, les mêmes réflexions, enfin voilà, enfin, même si on n'est pas d'accord tout le temps, mais oui, oui, il y en a une, mais c'est comme si, tu vois, cette communauté, elle trouve euh, depuis 20 ans, je crois elle s'est déployée dans des univers, dans des univers un peu étonnants. Enfin, euh, il y a 25 ans, je veux dire, en dehors du cabinet de thérapie, hein, bon, et ben depuis, tu vois, cette posture, cette communauté, elle se répand dans des mondes très, très variés, quoi. Elle se répand, tiens, on parlait d'hôpital, voilà, des gens qui travaillent dans les hôpitaux avec cette posture, elle se déploie à l'éducation nationale, dans les entreprises, je sais pas, dans les métiers artistiques aussi, enfin, tu vois, dans les communautés artistiques aussi, tu vois, il y a, et comment, et moi j'ai envie de soutenir ce déploiement-là. Donc, il y a, oui, il y a une communauté quand on se retrouve. Je suis intervenu en Russie à une époque, là, je me rappelle, c'était étonnant comment je suis retourné plusieurs fois, puis j'ai fait venir des Russes ici en France. Et c'est étonnant comment, avec toute la difficulté au niveau de la langue, enfin, tu vois, pour se comprendre, comment on avait le sentiment de faire partie, enfin, d'une communauté, quoi. Au-delà de la langue, de la culture différente, des incompréhensions, mais c'est comme si cette posture nous rassemblait au-delà de tout ça. Enfin, je me rappelle, ça avait été très fort et partagé par mes collègues russes. Est-ce Et que tu as un souhait? Pardon? pardon, non, c'est bon. Non, non, je t'en prie, finis ce que tu disais. Je suis en train de me rappeler comment, à un moment, donc, je participais à la formation de jeunes gestaltistes là, du côté de Rostov-sur-le-Don, à Taganrog, là, je me rappelle. Et puis, donc, on avait une interprète, d'accord. Et c'était, on va dire, des gestaltistes, mais jeunes, quoi. Hein. Et je me rappelle, donc, on avait une interprète. Et il y a un moment, je fais travailler quelqu'un, je fais travailler une personne, et au début, l'interprète joue son rôle. Bon. Et puis, il est arrivé un moment où je fais signe à l'interprète, je lui dis arrête, c'est pas la peine, c'est plus la peine, on n'a plus besoin. Et nous étions là tous les deux, elle parlant russe, moi français. Alors, il y avait les mots, mais il y avait aussi des gestes, il y avait ce que j'avais compris de la situation, tu vois, enfin, voilà. Mais il y avait, comment j'allais dire, nous comprenions, mais au sens le plus large du terme, pas simplement avec les mots, tu vois. Hein. On était là ensemble dans une difficulté qu'elle avait, etc. Mais on était là ensemble, animés, tu vois, par la même posture. C'est comme si on se comprenait à travers notre posture et qu'il n'y avait plus besoin je sais pas, de mots, de choses. Enfin, tu vois. Et là, par exemple, je me rappelle comment, et c'était vu aussi partout, je sais pas, il y avait un groupe d'une vingtaine de personnes, tu vois, et tout le monde a senti ça, tu vois. Et on s'est dit après quelque chose comme ça, qu'on était tellement proches grâce à cette posture-là, quoi, que nous partagions, avec pourtant des nuances, hein, mais c'est ce souvenir-là qui me vient. Ouais. C'était bien que tu le racontes, j'ai bien fait de ne pas t'interrompre. Daniel, est-ce que tu as un souhait justement pour la Gestalt en général, tu as un petit peu évoqué pour toi personnellement le Next, mais pour la Gestalt d'une façon générale, est-ce que tu as une idée, une vision, un souhait? Je ne sais pas, ce qui me vient là, c'est tu vois, que mon souhait, c'est qu'elle soit capable de se remettre en cause de ce qui est considéré des fois comme acquis, tu vois, de remettre en cause les acquis, de ne pas hésiter à comment investiguer d'autres champs, enfin d'autres, tu vois, d'être, j'ai un souhait de mouvement permanent pour la Gestalt, quoi. Voilà, c'est ça qui me vient là. Ce qui est un peu le cas, hein, et de mouvement permanent, et puis avec cette idée de recherche, quoi. Enfin, voilà,
Mais oui, c'est voilà, mon souhait pour elle. Puis le reste, après, le reste, ça deviendra, quoi, tu vois. J'ai pas envie d'avoir de vision précise, quoi. Ok. Je pense que la dernière question, je regarde si j'en ai oublié. Ce serait, parce qu'on a balayé un peu ta vie, enfin ton parcours. Finalement, ça a été quoi ton plus grand défi qui t'a bâti, qui t'a construit, si on regarde comme ça ce parcours tel qu'on l'a parcouru un petit peu ensemble aujourd'hui, et puis peut-être quel défi il te reste à accomplir, à faire face, à inventer. Je te réponds de manière spontanée avec ce qui vient, hein, d'accord. Bien sûr. Ouais, ouais, je crois que le plus grand défi que j'ai eu à, je sais pas, affronter, dépasser, traverser, ça a été de surmonter, je sais pas si c'est ma peur ou mes peurs. Mmh. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Tu vois, quand je dis ça à travers différentes, enfin, on pourrait la regarder de manière, avec des, oui, des regards très différents, des axes très différents. Et juste pour imager, tu vois, ben, donc j'arrive à Annecy et je rentre dans le milieu, je me fais des amis alpinistes, des grands montagnards. Et, et un jour, il y en a un qui me dit, Becca, écoute, tu viens, on va aller en haute montagne. Moi, j'ai dit, mais moi, haute montagne, je connais rien. Voilà, on va y aller. Puis on se retrouve au bas d'une montagne, et puis il me dit, on va aller là-haut. Moi, je lui dis, mais ça va pas, non? Tu vois, je voyais une face très droite. Il dit, non, non, tu vas voir, on va y aller. Et donc, tu vois, j'étais là avec mes peurs, quoi, tu vois, enfin, ma peur très précise pour le coup, tu vois. Mais, euh, et j'ai eu d'autres occasions comme ça d'avoir peur. Mais je crois que j'ai appris progressivement. Des fois, j'ai eu trop peur et je suis revenu en arrière. Mais j'ai appris à surmonter, tu vois, ces peurs-là. Et des peurs dans d'autres domaines. Mais c'est cette image-là qui me vient. Ouais, ouais. Alors après, ta question, le défi pour demain, j'ai pas envie de défi pour demain. Mmh. Mmh. Tu vois, ma réaction, c'est de dire non, c'est fini, les défis, on arrête là. Non, 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 ouais. Non, non, c'est d'être là. Ou lorsqu'il y avait un défi, c'est d'être le plus souvent là, quoi. Mmh. Mmh. C'est pas gagné, là, aussi. Ah ben oui, c'est peut-être moins, si on reprend notre conversation du début, c'est moins, peut-être moins schématiquement masculin et c'est peut-être Je, plus féminin. je pensais à ça aussi. Ouais. Je suis d'accord. Mais ça me va. Ok. Ça me va Est-ce bien. qu'il est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais envie que je te pose, quelque chose que tu as Non. envie de dire, parce qu'on est au bout des questions que j'avais. Comment tu as envie de conclure notre rencontre, cet entretien? C'était un bon moment avec toi. Euh, je me dis, tiens, je pense que je me suis un peu enthousiasmé. Je me suis senti très, très libre aussi, tu vois. Enfin, c'était un moment chaud, pétillant et apaisant maintenant. Et toi? Eh bien, je pensais
à mon démarrage difficile techniquement ce matin. Et puis, on s'est demandé si on reportait ou pas. Et puis, j'ai senti que non, j'avais envie de le faire. Je suis très contente, on n'a pas eu de problème technique. Et je suis très contente de t'avoir rencontré comme ça. Enfin, c'est ce pourquoi je fais ces interviews, ces moments d'intimité, oui, d'ouverture, d'échange. C'est tout riche pour moi. Voilà. Donc, je me sens très enrichie par tout ce que tu dis. C'est venu répondre à des questions que j'avais, soit avec des clients, enfin, sans le savoir, tu viens compléter des choses chez moi aussi par cette interview. Donc, je te remercie beaucoup, au-delà du temps que tu m'as accordé et puis pour la communauté de ce que tu vas offrir aux autres. Puis je sais que c'est le but de ces interviews, que chacun va y prendre de la nourriture pour lui, un message au moment où il en aura besoin en tout cas. Donc, merci beaucoup, Daniel. Merci à toi, Béatrice.